Merci beaucoup, professeur Sen. Merci au WARC et merci à l'audience. Merci à nos panélistes. Je vais d'abord commencer par la présentation de nos panélistes. Nous avons eu une première discussion très intéressante sur les enfants talibés et maintenant on va transitionner. C'est à peu près le même thème, mais ça c'est plus la gouvernance de l'enfance, n'est-ce pas? Alors, en premier lieu, je voulais présenter Marie-Thérèse Sambou. Elle représente la CONAM. Marie-Thérèse Sambou est sociologue de formation, spécialisée en développement et en protection des enfants. Chargée des droits des filles à Enda Jeunesse Action, elle a porté le processus de la création de la Coalition nationale pour l'abandon du mariage d'enfants au Sénégal, débuté en 2017. Elle est actuellement la coordonnatrice de la CONAM au nom de Enda Jeunesse Action, qui en assure le lead et en est à son deuxième mandat, reconduite comme présidente de la CONAM en juillet 2021. Elle est engagée sur toutes les questions qui concernent la promotion des droits des enfants et le genre dans sa globalité, qui est une question transversale qu'il faut intégrer dans toutes les politiques et programmes pour l'atteinte des résultats. Donc, mesdames et messieurs, Madame Marie-Thérèse Sambou. Merci, Marie-Thérèse. En deuxième lieu, je présente Cheikh Mbaw, qui représente la COSYDEP. Cheikh Mbaw est le directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP. Cadre d'ONG, M. Mbaw est l'une des figures marquantes de la société civile sénégalaise active en éducation-formation. Il n'a cessé de se mobiliser pour la synergie des acteurs et la prise en compte des droits des plus vulnérables. Son action a contribué au renforcement de la participation des organisations civiles en éducation dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques éducatives et partant l'amélioration du dialogue politique dans le champ de l'éducation. Merci, M. Mbaw, d'être venu. Alassane Diagne, M. Alassane Diagne représente l'Empire des enfants. Alassane Diagne, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et coordonnateur général de l'Empire des enfants, qui est un centre d'accueil d'urgence et une association qui mène une action humanitaire en faveur des enfants en situation de rue au Sénégal. Il dirige le projet d'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants vulnérables par l'Empire des enfants depuis 2016. Il est par ailleurs entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire afin de permettre à l'ONG de tendre vers l'autonomie en ressources. Monsieur Diagne, merci beaucoup. Et en dernier lieu, il y a Cheikh Diouf qui représente Social Change Factory. Cheikh Diouf est directeur des programmes chez Social Change Factory. Depuis 2014, Social Change Factory favorise l'apprentissage et l'intégration sociale et professionnelle des jeunes en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, merci beaucoup, Cheikh, pour ta présence. Je vais laisser Aïcha nous plonger dans la conversation. Merci beaucoup. Alors, ça a été démontré à travers le cas de la gouvernance des enfants talibés au Sénégal. Il y a une certaine idéalisation des concepts occidentaux de l'enfance, qui entrave la compréhension des expériences des talibés, notamment dans leur contexte économique, social et culturel au Sénégal. Et en fait, les discours qui ont un peu émergé, surtout quand on a eu des discours critiques sur la question des enfants talibés, ça a été des discours de rejet. L'enfance que nous on conçoit, c'est pas une enfance à l'occidental. Comment on peut essayer de réconcilier une conception de l'enfance enracinée dans l'identité sénégalaise avec le respect des droits universels de l'enfant? Je vais commencer par poser cette question à Alassane de l'Empire des enfants et ensuite la CONAM reprendra. Merci. Merci à Aïcha pour
cette opportunité qui nous est donnée de partager un peu notre expérience et ce que nous faisons, que nous considérons comme étant des débuts de réponse à ce type de questions. Pour nous, tout commence par le respect de l'enfant en tant qu'être humain, qui qu'il puisse être, d'où qu'il puisse provenir, et peu importe la situation dans laquelle il se présente. Nous sommes un centre d'accueil d'urgence, c'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive chez nous, on ne peut pas, sur le coup, prendre en compte ce qu'il pense. On doit voir l'état dans lequel il se présente et essayer de résoudre ça dans l'urgence. Il a faim, il est fatigué, il a peur, il a fait quelque chose dont il craint une sanction. Donc c'est ça dans l'urgence. Il ne faut pas chercher à savoir s'il est musulman, s'il est catholique, s'il est peul, s'il est sérère. Non, c'est un être humain qui est en situation de vulnérabilité. Et le sortir de cette situation de crise-là a deux aspects. D'une part, c'est les besoins physiologiques qu'il faut essayer de satisfaire. Mais c'est aussi un prétexte pour essayer de le comprendre. Parce que rien qu'en lui offrant de la nourriture, on peut en savoir sur, en tout cas les 6 derniers mois, comment est-ce qu'il avait l'habitude de manger. Peut-être qu'il mange trop vite. C'est une information. Peut-être il nous est arrivé d'offrir de la charcuterie à des enfants qui ont refusé d'en manger. Pourquoi? Parce que dans leur éducation, c'est du porc. Donc, leur expliquer que ça peut ne pas être du porc, pour moi, c'est trop tôt. Donc, c'est de respecter qu'il ne veut pas en manger parce qu'il croit que c'est du porc. Lui donner ce qu'il peut manger. Et progressivement, lui inculquer certaines choses. Pour nous, ça commence par ça. Parce que vouloir même imposer à quelqu'un dont on ignore, je suis certain, 98% de la vie, vouloir tout de suite lui dire que non, on va t'éduquer à la sénégalaise ou à... Non, c'est inverser les choses. Et donc, c'est après cette phase-là, après qu'il se soit calmé, après qu'il ait pris ses marques, et c'est tellement drôle, parfois moi j'évalue l'enfant quand il commence à se chamailler. Parce que ça montre que là, il sent qu'il a de la force, quoi. Il prend confiance, il veut trouver sa place dans le groupe. Et c'est à ce moment-là, peut-être qu'on peut commencer à chercher à lui poser des questions et essayer de l'aider. Et on voit nettement que dès qu'il est serein, il commence à exprimer des besoins. Aux heures, je donne l'exemple, nous à l'Empire, on a la chance d'avoir une petite mosquée à l'intérieur de notre centre d'accueil, mais aux heures de prière, on n'impose à aucun enfant d'aller prier. On n'impose à aucun enfant d'aller prier. Il y a un enfant qui va faire l'appel à la prière, tous les autres vont faire leurs ablutions. S'il y a un adulte qui peut diriger la prière, l'adulte dirige. S'il n'y a pas d'adulte qui puisse le faire, que l'enfant qui est le plus grand le fasse. Mais il arrive qu'un enfant ne veuille pas prier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que non, parce que tu es musulman, tu vas venir prier? Non, on va essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas prier. On va essayer de lui faire aimer la prière. On va essayer de lui faire comprendre pourquoi on prie, que ça lui permet d'avoir sa place dans le groupe. C'est notre manière à nous de faire. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un enfant qui est de confession chrétienne, qui arrive et qui est le seul chrétien dans un groupe de 50 enfants dont il est le seul à ne pas avoir la même religion. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'équipe, il y a le vigile qui est de confession chrétienne. On lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il fréquente la même église que toi? Qu'est-ce que tu en penses? Là, on implique le vigile. Parce que c'est ça, être sénégalais, selon moi. Être sénégalais, c'est d'être qui je suis, mais de considérer l'individu que j'ai en face de moi, qu'il soit comme moi. C'est une chose, je dirais même pas que c'est bien, parce que peut-être que je suis pas quelqu'un de bien, mais non, qu'il soit là et qu'on partage des choses. Et ça, on le commence avec les enfants. Il y a, Mère Anta a l'habitude de dire qu'on cherche toujours cet équilibre-là. Pour un seul enfant, tout le dispositif doit être disponible. Mais il ne faudrait pas que pour un seul enfant, que tout le dispositif soit perturbé. Donc c'est toujours un équilibre qu'on essaie de chercher. Et ça se fait dans ce cadre-là. Et bon, pour ne pas trop tirer en longueur, l'autre phrase qu'on essaie vraiment d'appliquer au quotidien,
c'est ce que mes collègues travailleurs sociaux disent, l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, à chaque fois qu'on est confronté à une situation, on ne va pas essayer de voir c'est quoi l'intérêt de l'organisation, c'est quoi l'intérêt des parents, c'est quoi l'intérêt de nous les encadrés, qu'est-ce qui est l'intérêt de l'enfant à cet instant-là. Et pour nous, il n'y a rien de tel pour que dans le cadre dans lequel nous sommes, l'enfant soit déjà un enfant. Après, pour qu'il soit sénégalais, pour qu'il soit musulman, ça c'est un long processus pour lequel, puisque nous ne sommes pas ses parents, nous ne lui avons pas donné la vie, nous avons déjà, en tout cas s'il a 12 ans, on a 12 ans de retard sur ce problème-là. Donc on ne va pas nous essayer de changer quelqu'un dont on ignore 98% de la vie. Par contre, on peut commencer à lui inculquer des choses qui vont le changer de manière qualitative pour le reste de sa vie. Donc c'est un peu ce que je peux dire comme réponse par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci. Une éducation qui soit basée sur l'écoute de l'enfant. S'adapter par rapport à qui il est et essayer de proposer quelque chose qui puisse aller dans son sens. Marie-Thérèse? C'est un plaisir de participer en tant que panéliste à cette conférence sur la gouvernance de l'enfant, les dynamiques de pouvoir au Sénégal. Alors c'est intéressant aussi de présenter notre perception, parce qu'on est en face d'experts, de gens qui ont produit les politiques de la protection de l'enfant au Sénégal. Et il est important aussi de présenter notre conception de la protection, notre conception en tout cas de ce que la protection devrait avoir comme contenu quand on a des thématiques comme les mariages d'enfants, quand on a des thématiques basées sur les normes sociales. Alors c'est très compliqué parce qu'on se rend compte que il est important, oui, il est important de comprendre comment notre société fonctionne. C'est la première étape qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir réconcilier la conception de l'enfance enracinée dans l'identité sénégalaise avec le respect des droits universels de l'enfant. En quoi faisant? Nous sommes une société collectiviste, c'est-à-dire on a un système d'organisation qui fait que l'enfant, en tant qu'enfant, n'est enfant que dans une famille. Et cela veut dire que quand on vient pour autonomiser l'enfant, il faut aussi accompagner la famille dans laquelle cet enfant évolue. La famille n'est famille que parce qu'elle évolue dans une communauté. Et donc, cette communauté a un poids sur la décision de la famille, mais aussi a un poids sur l'enfant qui est accompagné. La communauté n'est communauté que parce qu'elle appartient à un brassage ethnique. Et ça, il faut le comprendre pour que la décision puisse être acceptée, parce que répondant à des attentes ethniques, mais aussi à des croyances religieuses, à des croyances socioculturelles. Ce brassage-là aussi est contrôlé par l'État qui accepte sa composition dans sa diversité, mais aussi ayant un pouvoir au-dessus. Ce pouvoir-là, c'est incarné par les lois. Et aujourd'hui, il est important de comprendre ces différentes étapes pour proposer une approche, ou bien pour proposer en tout cas une politique de protection qui est acceptée et où chaque personne se retrouve. Si on rate cette première partie, on ne peut pas avancer. Ça, c'est la première étape. Et ce qui nous le permet, nous évoluons, moi j'ai la chance par exemple de commencer dans une organisation Indigenous Action qui a une pratique de terrain. Et quand on vient sur le terrain, la première chose qui est faite, c'est d'abord de comprendre comment évolue la communauté avec laquelle on doit travailler. Et ça se fait par la recherche-action participative. D'autres vous diront qu'on va rechercher les pouvoirs, c'est-à-dire qui détient le pouvoir dans la communauté et travailler avec cette personne. D'autres vont te dire que voilà, il faut aussi comprendre l'approche socio-écologique, anthropologique qui sera utilisée pour promouvoir un changement. Et ce travail sociologique-là, il faut le faire si on veut vraiment que nos politiques, que nos services, que tout soit adapté avec la réalité de terrain. Ça, c'est le premier point, c'est l'approche. L'autre point, et tout à l'heure, je réfléchissais et je me disais, ça c'est un peu comme l'infini. Est-ce qu'on commence par le terrain ou bien est-ce qu'on commence par la loi? Mais la loi répond à un besoin sur le terrain, mais la loi aussi peut être revue et améliorée. Et c'est ça qui nous a rattrapés quand on prend le code de la famille. En ce moment, le code de la famille, tout ce qui est à l'intérieur, on se rend compte que certains articles ne peuvent plus être valables.
Et je prends l'exemple de l'article 111 qui porte sur le mariage d'enfants. Est-ce qu'on va continuer à accepter que la fille soit donnée en mariage à 16 ans et le garçon à 18 ans? Est-ce que cette époque où cet article était valable, on peut toujours la garder tout en regardant un peu l'évolution qu'il y a sur la scolarisation, sur la culture, sur les normes sociales? Est-ce que ce qui était valable en 1972 est toujours valable en 2024? Et donc, c'est l'importance de revoir aussi et la pertinence de nos doyens qui portent ce projet depuis que nous avons rejoint un cours, le Code de l'enfant. Il est important que le Code de l'enfant vienne renforcer ce qui existe déjà et harmoniser notre arsenal juridique en relation avec les conventions, tout ce qui a été ratifié au niveau international, et voir aussi que, et je me disais même à un moment, on a une stratégie nationale de protection de l'enfant. Et en regardant le document, je me suis rendu compte qu'en réalité, dans le document, tout a été fait pour que le document prenne en compte les spécificités du Sénégal. Mais où est-ce que ça a cloché? C'est important aussi, peut-être l'évaluation, je sais que cette stratégie a été évaluée, et un jour, on aura l'occasion de revoir ou bien de voir quelles sont les recommandations qui ont été émises pour améliorer ce document, le parfaire dans sa pratique ou dans sa mise en œuvre. Ça, c'est le deuxième point. Donc, c'est l'harmonisation des lois et tout l'arsenal juridique avec la loi nationale, parce que des fois, il y a un déphasage entre ce que l'État applique et ce que l'État a ratifié. L'autre point aussi qui est important, c'est la tropicalisation des approches. On peut avoir un excellent document, on peut avoir tout en termes de prévision, en termes de structuration, en termes d'organigramme, mais les personnes qui portent la communication, les personnes qui portent ce désir de changement, est-ce que l'approche, elle est bonne? Est-ce que la personne elle-même incarne ces valeurs sénégalaises qu'on veut retrouver chez nos enfants? Et ça nous interpelle tellement qu'on n'ose pas le dire. On préfère dire que c'est l'État, c'est la faute de l'État, c'est la faute du bailleur qui n'a pas amené l'argent, c'est la faute de l'État qui n'a pas les bonnes politiques. Mais nous-mêmes, est-ce que quand nous descendons dans la communauté en tant qu'acteurs, en tant que partenaires, est-ce qu'on s'identifie à la communauté avec laquelle on veut travailler en partenariat? Ça, c'est des points sur lesquels aussi il est important de travailler. Et le dernier point, c'est le nerf de la guerre, la budgétisation sensible à la protection de l'enfant, la budgétisation sensible au genre. Il est bon d'avoir un document, mais est-ce que l'État s'approprie effectivement de ces documents? Est-ce que l'État est prêt à prendre, comme Aïcha l'a dit tout à l'heure, de ce qui est une primeur ou une primauté pour lui et l'investir dans la protection tout en sachant que le développement de l'enfant, c'est le meilleur investissement que l'État puisse faire pour effectivement viser un développement à long terme. Et si l'État n'ose pas investir, tout à l'heure, Pierre Dogbe disait 0,5, vous avez dit 0,5%, c'est ça, en fait, l'enveloppe que l'État investit. C'est-à-dire le reste, c'est les bailleurs qui le font, c'est la société civile qui le fait. Et ça montre effectivement que malgré la beauté de nos documents, malgré l'expertise qu'il y a derrière dans la construction, dans l'élaboration, dans la mise en œuvre, si l'argent n'accompagne pas les procédures, si la nomenclature n'est pas, ne prévoit pas en tout cas la protection de l'enfant dans les priorités, on peut avoir l'excellente, un engagement efficient, efficace. Il n'y aura pas un retour parce que c'est l'État qui coiffe tout. Et l'État doit être au cœur parce qu'il est détenteur des responsabilités. Nous, on doit être avec lui pour collaborer, mais tout aussi doit se faire avec la communauté parce que tout vise un changement communautaire et chaque enfant est important. Merci. On va la poser à Konam et COSYDEP. Et cette deuxième question, c'est sur le cadre normatif. Est-il à la hauteur? La transparence et la participation de la société civile et l'efficience dans la mise en œuvre. Alors la question c'est, quels sont les principaux défis rencontrés dans l'élaboration, la mise en œuvre des mécanismes de redevabilité,
en matière de protection des droits de l'enfant, mais aussi d'éducation au Sénégal? Et comment peuvent-ils être surmontés? Alors, on va donner la parole à peut-être Kosideb d'abord et après Konam. Je crois que c'est d'abord féliciter Mme Aïcha pour cette recherche qui constitue un prétexte pour justement investir cette thématique importante. Et dire que la réponse est déjà dans la modalité qui nous est proposée. Aujourd'hui, nous avons un espace intergénérationnel. Espace intergénérationnel, ce qui fait qu'il nous faut apprendre à réfléchir ensemble. Et donc c'est ça qui nous amène évidemment à dire que le défi principal, c'est dans la définition de la vision et de la posture politique. Très souvent, nous avons l'impression que nos décideurs, nous en tant que société civile, ils sont dans une posture de réaction face à des effets, face à des demandes spécifiques. Il fut des moments où la demande, c'est il nous faut avoir des daras, renforcer les daras, et toute la politique, toute la réflexion semble s'orienter vers ça. D'autres moments, c'est il faut l'introduction des langues nationales, où le numérique est là, l'éducation des filles. Voilà, donc ce qui fait qu'il est essentiel à notre avis que l'on puisse être dans une posture qui nous permette de nous accorder, d'avoir une vision très claire et d'avoir une posture beaucoup plus holistique qui permette d'adresser les questions de manière holistique pour pouvoir trouver les vraies solutions. Donc pour nous, ça c'est déjà un élément essentiel. Et mais ça, pour le faire, il faut faire preuve d'humanisme, mais aussi de générosité. Pour nous, ça c'est deux mots essentiels qui permettent justement de répondre à ces effets, à ces demandes, mais dans le cadre d'une vision globale. Alors, cela devra nous amener vers un décloisonnement total. Décloisonnement des secteurs. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille à casser les murs qui existent entre les secteurs. Allez demander les acteurs de l'éducation, ils vous diront que tout se construit que par l'éducation. Allez demander la santé te dira non, sans la santé, rien ne poussera. L'environnement, etc. Donc, comment faire pour comprendre les connexions qui doivent exister entre les secteurs? Et ça, pour nous, c'est ici dans l'esprit. Mais dans le décloisonnement, c'est le décloisonnement aussi des acteurs. Je suis sûr que ma sœur, vous lui parlez d'éducation des filles. La COSYDEP en est un exemple. Nous avons une centaine d'organisations. Il y a des organisations qui sont fortement sur les questions d'éducation des filles. Vous faites vos conseils d'administration, vos rencontres, vos réflexions stratégiques. Ils pensent que le seul problème à résoudre aujourd'hui, c'est l'éducation des filles. D'autres qui croient que, ben, écoute, si vous touchez à tout sauf l'éducation inclusive, on est sur rien, etc. Donc, comment faire pour que nous autres acteurs, que l'on comprenne que si nous voulons faire face à un défi, nous devons évidemment faire agir, changer complètement de paradigme, de comportement et de pratique. Ça, pour nous, c'est aussi un aspect que nous devons surveiller. Cet aspect, justement, nous amène à considérer que l'enfant sénégalais, vous avez parlé de l'enfant sénégalais qu'il faut bâtir aujourd'hui. Mais il faut déjà qu'on anticipe sur le Sénégal dans lequel il devra se mouvoir demain. Et malheureusement, le Sénégal, on ne le connaît pas. Parce que nous sommes dans en tout cas, un contexte qui est perpétuellement en crise, des crises récurrentes, des crises multiformes, qui font que nous devons plutôt avoir des enfants qui soient armés en termes d'esprit critique, de créativité, de capacité d'adaptation, des possibilités de dire oui ou non, d'avoir de la dignité. Donc il y a ces éléments en termes de compétences qu'il faut installer en nos enfants pour que demain ils ne se perdent pas. Beaucoup d'entre nous sont perdus chaque fois que le contexte a changé. Vous vous rappelez de Covid? Le président, en commençant par lui, il a dit fermer les écoles. Il n'a pas de solution. On était tous perturbés. Eh bien, écoute, chaque fois qu'il y aura une crise environnementale, naturelle, etc., sociale, crise politique, les enfants peuvent se perdre. Donc, aujourd'hui, nous devons créer quelqu'un qui ait cette capacité, cette intelligence pratique, ce que j'appelle l'intelligence pratique. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Et enfin, c'est dire justement que, en termes de défi principal, c'est en lien avec ce que j'appelais la vision politique, c'est travailler à avoir un système éducatif qui soit, en tout cas, qui réponde à la fois à plusieurs dimensions. D'abord, l'équité, un système éducatif équitable. C'est ça qui vous permettra de ne pas aujourd'hui sauter d'enfants handicapés à filles et ensuite à dara. Mais c'est avoir une approche équitable, c'est ça qui vous permet évidemment
par rapport au contexte et à chaque moment de voir comment l'adresser. Donc équitable en termes de prise en charge des groupes, des vulnérables. Vulnérables, ça peut être des groupes d'enfants. Vulnérables, ça peut être des régions, une région vulnérable. Vulnérable, ça peut être des offres, une offre vulnérable telle que les DARA. Donc, si on est dans cette perspective, on n'est plus dans la réaction ou dans devoir faire face à des effets. Ensuite, je dis, il doit être équitable, il doit aussi être moderne. Moderne dans ses possibilités d'apprentissage. Parce que nous ne cesserons de le dire, on apprend partout. Ce que nous savons, hein, nous tous, je crois que plus de 50%, voire même 75%, pour ne pas exagérer, de ce que nous avons, nous ne l'avons pas connu de l'école. C'est à côté de grand-mère, c'est en jouant avec d'autres enfants, c'est en fréquentant la plage, c'est en regardant la télé. Donc, comment faire pour comprendre qu'on n'acquiert pas des connaissances seulement dans ce cadre-là, ce cercle, ces 4 murs serrés. Donc, et de ce point de vue, avoir un dispositif qui soutienne, encadre et surveille les enfants. Donc, équitable, moderne, mais ensuite résilient. C'est la résilience, justement, qui nous amène à devoir faire face à ces crises multiformes et récurrentes et qui nous amène aussi à avoir une approche sur la protection et la sécurité de l'enfant. Résilience. Donc, résilience et des infrastructures, mais résilience aussi des hommes. Qu'on soit dans un esprit positif, constructif. Moi, je dis à mon équipe, n'entrez jamais dans mon bureau pour me parler des problèmes. Accompagnez toujours de solutions. Donc, comment avoir cet autre Sénégalais qui soit un peu plus résilient et qui soit dans une perspective de solution et positive, ça aussi, c'est la résilience. Ancré sur les valeurs comme dernier déterminant. Pour nous, c'est important, ancré sur les valeurs locales, savoir qui nous sommes. Et ça nous amène à intégrer, à faire commercer les différentes offres, éducation religieuse, éducation traditionnelle. Donc, comment on va faire, les faire commercer, de sorte qu'on l'enfant sénégalais va avoir la possibilité d'avoir des entrées différentes, mais on aura une seule sortie. Parce qu'il sera dangereux que demain, que certains, parce qu'ils sont sortis des Dara, vous disent, nous sommes meilleurs que vous, vous qui êtes sortis des écoles classiques, ou vice-versa. Donc, comment faire pour que, même si les entrées sont différentes, que dans la sortie, qu'on n'ait pas des Sénégalais qui vont s'opposer et qui vont se regarder en chair de faïence. Cela aussi, ça crée d'autres cloisonnements. Donc, au total, nous pensons que c'est une question qui est éminemment politique. J'aurais voulu qu'Ousmane soit là, qui dit ne discutons pas politique. Moi, je dis aux politiciens, au contraire, nous sommes plus politiques que vous. Parce que nous, au moins, nous avons une hypothèse de développement. Nous savons où est-ce que nous voyons. Eux, il n'y a plus de trucs de champ. Donc, de ce point de vue, c'est des questions très, très politiques. Et au niveau de la COSYDEP, notre intervention est justement dans comment faire pour impacter les politiques, comment faire pour impacter les visions, comment faire pour qu'il y ait des véritables changements. Et ça, si on le réussit, ça va toucher tous les enfants, y compris les plus vulnérables. Merci. J'ai la voix tellement faible que je me rapproche un peu trop du micro. Alors, effectivement, quels sont les principaux défis rencontrés dans l'élaboration, la mise en œuvre des mécanismes de redevabilité en matière de protection des droits de l'enfant? Le doyen Cheikh a présenté ou bien a abordé la question sous l'angle de l'éducation, c'est son expertise. Je crois que son expertise est reconnue par toute organisation, mais aussi tout activiste qui s'active pour la promotion des droits de l'enfant. Et je crois qu'au-delà des activistes, même au niveau politique, je crois que la COSYDEP est devenue incontournable. Et moi, je vais parler plus par rapport à l'aspect en protection dans le sens global, parce que l'éducation fait partie de la protection, la sécurité, la justice et autres. Mais je veux, ma réflexion sera surtout centrée autour des réponses que nous apportons. Et ces réponses sont en lien avec la politique de l'État du Sénégal, c'est-à-dire la stratégie nationale de protection de l'enfant assortie à ces plans d'action. Bon, le doyen est là pour faire les garde-fous, mais c'est important aussi de comprendre que tous les principaux défis dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces mécanismes de redevabilité doivent aussi être abordés d'abord sous l'angle d'une analyse de la pertinence des programmes qui sont proposés, mais ensuite dans la budgétisation. Est-ce que réellement nos actions ont un impact direct sur l'enfant? Est-ce qu'il y a une amélioration qui est notée malgré l'investissement qui est là, malgré l'action des organisations de la société civile? Et pour ça, j'ai tenu à rappeler que la stratégie nationale a 3 piliers. C'est la prévention, la prise en charge et le plaidoyer. Maintenant,
dans nos actions, peut-être dans chaque organisation a sa spécificité. Et c'était ça aussi la valeur ajoutée de la stratégie, c'était la coordination de toutes les interventions pour que la vision autour de l'enfant puisse être réalisée, c'est-à-dire un enfant protégé de toute forme de maltraitance, violence, négligence et autres. Et en regardant, en analysant cette partie, je me suis rendu compte qu'il était important de revenir sur les questions transversales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit retrouver dans toute approche qui vise effectivement la protection de l'enfant. Il est important de travailler sur l'enfant même, ça à travers les actions directes. Il est important de travailler sur la communauté, c'est-à-dire l'enfant évolue dans une communauté, et la communauté participe à l'épanouissement de l'enfant, mais il est important aussi de travailler sur le plaidoyer, que ce soit un plaidoyer au niveau national, que ce soit un plaidoyer au niveau local, parce qu'en réalité, l'environnement protecteur qui est recherché, c'est la loi qui le permet, c'est les politiques qui le permettent, c'est un tout, avec les services qui sont mis à disposition, un système de prévention qui permet en tout cas à l'enfant de ne pas être victime. Maintenant, si l'enfant est victime, la prise en charge, l'exemple de l'Empire des enfants est là pour montrer que, voilà, dans le système, c'est bon de protéger, prévenir, mais quand il y a un problème, il faut qu'il y ait des services adéquats qui sont là, que l'enfant peut bénéficier pour se protéger. Et enfin, il y a le plaidoyer, c'est-à-dire le rappel, comment faire en sorte que la politique de l'État puisse effectivement refléter ce désir de protéger. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la programmation basée sur les droits de l'enfant, vie, survie, développement, participation, redevabilité. Ça, c'est des éléments essentiels qu'on doit retrouver dans les programmes. La redevabilité, elle est essentielle. C'est-à-dire la redevabilité, c'est que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous devons être là pour rappeler à l'État que vous avez pris des engagements, où est-ce que vous en êtes? Vous avez ratifié ça, où est-ce que vous en êtes? Vous vous êtes engagé à faire ça, où est-ce que vous en êtes? Mais participer en apportant notre contribution sur le terrain, mais aussi au niveau national. Maintenant, cette redevabilité aussi, c'est envers l'enfant, parce que aussi l'enfant participe. L'enfant n'est pas tout simplement quelqu'un qui subit. D'ailleurs, on dit que tout ce qui se fait pour l'enfant, sans l'enfant, est contre l'enfant. Et donc, ça veut dire que l'enfant est au centre même de ce processus. Et la redevabilité, l'enfant doit être inclus dans le système de redevabilité. Les questions de genre, on pense que le genre, ça concerne les hommes et les femmes. Mais même l'enfant, la question de l'enfance, on doit l'intégrer dans l'élaboration des politiques de protection. Doyen, cher, ne nous dira pas le contraire, parce qu'avec l'éducation, on s'est rendu compte combien le fait de ne pas donner les mêmes droits aux filles et aux garçons dans le système éducatif peut influer même sur la protection de l'enfant. Combien de filles sont exposées au mariage parce que tout simplement elles n'ont pas été à l'école. On te dit plus la fille ne fait pas de longues études, plus elle est exposée à être mariée très tôt. Donc plus elle reste à l'école, plus elle est protégée contre les mariages d'enfants. Ça, c'est un point. L'autre point aussi, l'éducation devient un point de protection parce que, en fait, il y a c'est aussi une éducation de qualité. Je vais rajouter de qualité parce que dans l'éducation, c'est pas seulement l'école aller prendre les cours et revenir, mais il y a l'environnement aussi qui doit être, qui doit prendre en compte les besoins spécifiques des filles, des garçons, des enfants en situation de handicap, l'intersectionnalité, tout cela doit être intégré en tout cas dans les programmes pour effectivement avoir les résultats. J'ai parlé tout à l'heure de la participation des enfants, c'est l'élément central même. Et enfin, il y a le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. C'est-à-dire, ça c'est un des grands défis. On ne documente pas ce qu'on fait. On fait de belles choses, on a d'excellentes approches, mais réellement, à part le rapport que l'on fournit aux bailleurs, des fois l'État n'a que les rapports de 3 mois, ou même encore on essaie toujours de voir comment, en tout cas, éviter ces rapports. Donc, en termes de défis, il y a quelques défis que j'avais ressortis. C'est le défi de le premier défi, c'est l'application de la loi pour la création d'un environnement juridique favorable à la protection de l'enfant. On prend l'exemple, par exemple, de la mendicité tout à l'heure. On prend l'exemple de la traite, oui.
C'est long. Oui, il te reste 30 secondes. 30 secondes. Donc, je vais juste énumérer les défis. L'application de la loi ou la création d'un environnement juridique favorable à la protection de l'enfant, ça c'est le premier défi. La gestion des données de qualité pour renforcer les évidences, renforcer le plaidoyer, mais aussi mesurer l'impact des interventions. Et là, on avait une initiative appelée la plateforme FEGU, parce qu'en fait, tout tourne autour des données. Toute politique bien construite se base sur des données, mais ça c'est un point vraiment où on a des choses à en tout cas parfaire. La mobilisation des ressources pour le financement des plans d'action, la mutualisation des ressources pour accélérer l'atteinte des résultats, le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports périodiques, le fonctionnement... Oh Seigneur, si vous me mettez la pression, je vais... Tu as 1 seconde. Ah, okay. C'est pour dire merci. Mais je vais retenir 2 points. Vous me donnez ces 3 points. Je vais laisser les autres points. C'est la disponibilité d'une nomenclature prenant en compte la protection des enfants. C'est-à-dire, ça, c'est des points essentiels. S'il n'y a pas de nomenclature, ça veut dire que l'État n'est pas prêt à mettre de l'argent sur la protection des enfants. Et ça, c'est des éléments essentiels qu'il faut vraiment... sur lesquels il est important d'insister pour que la protection de l'enfant soit au cœur du système. La faiblesse du nombre de structures de prise en charge, et ça, Empire des enfants, ça c'est un plaidoyer que nous portons avec vous. C'est-à-dire, au Sénégal, on n'a que 4 centres de prise en charge holistique. Et là, la réponse qui est proposée, c'est d'aller vers les familles d'accueil. Mais comment constituer les familles d'accueil pour que ces familles puissent offrir des services de qualité? Parce que aussi, c'est bon de répondre, mais c'est bon de mettre aussi, c'est mieux de répondre en mettant de la qualité afin que la réponse ne crée pas d'autres problèmes. Le dernier point, c'est les résistances socio-culturelles et religieuses. Ce sont ces résistances socio-culturelles et religieuses qui, en réalité, bloquent tout le système. Parce que c'est ça qui fait que le plan d'action bien élaboré n'est pas financé. La loi, malgré toute la mobilisation de la communauté, elle passe pas parce qu'il y a des lobbies qui sont en bas et qui se disent que voilà, ça c'est des thématiques importées. Et pourtant, thématiques importées ou pas thématiques importées, ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères qui subissent ces violences. Voilà, merci beaucoup. Et je suis désolée. Merci. Voilà, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, Marie-Thérèse. C'est pas grave. Alors, la troisième question est adressée à Cher de Social Change Factory. Quels sont les défis spécifiques rencontrés et les opportunités dans l'engagement et la participation des enfants et des jeunes dans le processus décisionnel? Quelles approches ou solutions peuvent être prises pour les surmonter? Donc, merci beaucoup Aïcha, merci de nous avoir conviés à votre table de réflexion. Je vais aller rapidement sur la réponse à la question et optimiser le temps pour tout le monde. L'action des CF, à la base, on peut découler d'une légende célèbre qu'on aime raconter parce que tout mon raisonnement peut-être sera articulé autour de ça. Donc pour ceux qui connaissent SCF, on parle beaucoup de la légende du colibri, qui en résumé veut dire un jour il y a eu un immense incendie dans la forêt, tous les animaux étaient terrifiés, chacun essayait de fuir, mais il y a un petit atout qui allait il y a un petit colibri qui va dans le fleuve à côté pour trouver quelques gouttes d'eau pour venir éteindre le feu. Le tatou, agacé par ces agissements apparemment dérisoires, lui dit mais ce n'est pas avec ces petites gouttes d'eau là que tu vas éteindre le feu. Et le colibri répond en disant je sais, mais je fais ma part. Tous les animaux alors se sont sentis concernés, chacun fit sa part à sa manière et ensemble ils arrivent à éteindre le feu. Donc comme première réponse à ce défi de la participation des jeunes et des enfants, la réponse se trouve dans la réponse du colibri, c'est-à-dire je sais. Ça suppose le savoir. La porte pour accéder au savoir, c'est l'école. Et aujourd'hui, il y a une constante, on en parle depuis des années. L'école, même dans la sémantique, n'est pas sénégalaise. Parce qu'on parle de l'école occidentale ou française, l'école arabe ou franco-arabe. Ça veut dire que derrière cette école-là, est-ce que le Sénégalais n'y voit pas une perte de temps pour certains parents et un facteur d'acculturation poussant certains à aller vers des pratiques plus faciles comme l'accès à des métiers à travers des dispositifs d'apprentissage? Le précédent régime avait évoqué la question en proposant une école alternative. Je l'attends toujours. Pour dire qu'elle n'existe toujours pas. Mais je pense que dans ce contexte actuellement, pour que les jeunes et les enfants puissent participer aux marches du pays,
il faut penser au dispositif d'accès au savoir. L'école occidentale ou française n'est pas mauvaise, tout comme l'école coranique ne l'est pas. Mais aujourd'hui, le monde va très vite. Les jeunes de demain auront des métiers qui n'ont pas encore été créés, parce que nous vivons dans une ère où il faut apprendre aux jeunes à apprendre. Il y a des connaissances essentielles de vie, c'est pouvoir lire, écrire, compter. Il faut que cette école alternative-là prenne en compte ce défi-là, et que derrière, on nous apprend tout simplement à apprendre, parce que dans quelques années, aujourd'hui, on parle des IA, l'école formelle telle qu'on pensait, ou telle qu'elle a existé toujours, ne va plus exister dans ce cas-là. Donc pour nous, le premier défi, c'est vraiment l'accès au savoir-faire, toujours pour rester dans la réponse du colibri. Ensuite, l'autre cheikh en a parlé tout à l'heure, l'éminent cheikh que je respecte beaucoup, sur l'hypothèse de développement dans nos initiatives à nous. Mais aujourd'hui, il faut penser une hypothèse de développement pour le Sénégal. Et que ça soit sincère, en fait. Le Sénégal est une république, oui. Nous formons un peuple, oui. Le but, c'est quoi? La foi. Comment on appelle Dieu? Quel nom on utilise pour prier? Mais le but du Sénégal, il faut le penser sincèrement. Et ça, il n'est plus là, mais il faut qu'on parle de politique. Parce que ça permet de penser les choses et non de les penser pour taquiner Amidou. Et incontournablement, il faut cette hypothèse-là. Et l'autre point que je pense important, c'est aujourd'hui tout ce qui est axé, tout ce qui est question démographique. Le Sénégal, en 1960, faisait moins de 4 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 18 millions. L'âge moyen, on parle de 18 ans et quelques. Donc, en tout cas, moins de 19 ans, selon la NST. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura de plus en plus une population très jeune, une gouvernance donc, qui doit être pensée avec et pour eux. Donc, merci Alassane et Tamsir, qui de par leur présence, nous permettent de penser l'enfance avec des enfants. Mais en tout cas, ils s'ennuient. Mais en tout cas, il faut vraiment que cette dimension d'inclusion soit prise en compte et que de la même façon qu'on a lutté, que le Sénégal ou la République a lutté pour conserver certains acquis comme le genre, la représentation des femmes dans les instances politiques, il faudrait la même chose pour les jeunes parce que sinon, de la même façon que cette démographie peut être un levier pour transformer nos pays et notre continent, ça peut aussi être une bombe à retardement. Et les expériences récentes nous ont montré que effectivement, il y a matière à réfléchir à ce niveau. Et un dernier point, peut-être, c'est au niveau de la vulnérabilité des jeunes par rapport aux enfants, par rapport aux réalités du numérique du moment. Aujourd'hui, le doyen disait tout à l'heure que la majeure partie des choses qu'on a appris, nous les avons appris en dehors de l'école, certes, mais aujourd'hui, la famille aussi ne détient plus le monopole de l'éducation de l'enfant comme des jeunes. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs externes qui agressent. De la même façon qu'on peut aller sur YouTube et apprendre des choses, on peut cliquer sur d'autres formes de sites et avoir d'autres expériences plus douteuses. Donc comment on prépare nos enfants et nos jeunes à pouvoir naviguer dans ce monde du numérique très complexe, tout en tirant le meilleur de ça et en évitant le moins de complications possibles. Je pense que c'est une révolution du numérique. Si l'Afrique a été absente sur beaucoup de choses, cette fois-ci, on peut vraiment se rattraper sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu vois le dispositif légal, que ce soit au Sénégal, on a l'impression que c'est un monde parallèle qui existe, où les citoyens sont en avance par rapport aux gouvernants, ou que les gouvernements en tout cas, ne comprennent pas la réalité du moment. Et un dernier défi, et pour terminer sur ce défi-là, c'est plus une inquiétude qu'un défi, parce qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la question des Dara dans une république. Aujourd'hui, le programme qui gouverne le pays quand même a été muet sur la question, en tout cas sur bien d'aspects. Et tout à l'heure, on discutait, on rigolait sur le fait que certains ministères ont été fusionnés, mais en ignorant les conséquences de telles fusions. Et on est en train de les vivre parce que Biennale, ça a été décalé pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, est-ce que la protection de l'enfant relève de la solidarité? Je laisse la question en suspense. Et en même temps, ce qui aggrave la chose, c'est qu'on est dans une république et jamais au plus grand jamais, on a été, en tout cas dans les partis politiques actuellement viennent avec des forces, je ne veux pas dire le mot tel que je le pense, mais en tout cas des forces d'influence. Parce qu'on a des mouvements maintenant de Domudara dans les partis. Ça fait que la question va se complexifier davantage parce qu'on monte au pouvoir avec ces mêmes groupes de personnes. Et aujourd'hui, pour penser et pour revenir sur le but du Sénégal qu'il faut penser collectivement, je pense qu'il y a un gros défi à ce niveau. Pour moi, pas une inquiétude par rapport aux 5 prochaines années,
où le Sénégal va être dans une nouvelle transition systémique et une transformation systémique en tout cas. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En espérant que ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise pour notre démocratie ou notre République. Et en termes de solutions, rapidement, moi, au-delà du quota, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de participation de l'enfant, mais on n'a pas un référentiel de compétences et des capacités qui permettent aux enfants de participer efficacement. On a beaucoup de choses pour les jeunes comme pour les enfants. Les organisations ont beaucoup d'expertise et je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on s'aligne pour avoir vraiment des productions de connaissances qui soient communes et appliquées à tous les niveaux. Et sur les questions de jeunesse, je pense que le service civique existe, mais avec très peu de contenu. Et je pense que le travail des organisations quand même est capable de nourrir et de donner du contenu. Et je pense que c'est aussi nos rôles en tant qu'organisation de la société civile de pouvoir enrichir les mécanismes existants au grand bénéfice de toutes les populations. C'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas été long, j'espère. Alors, on va conclure. Hein. Notre dernière question très rapidement parce que je me dis tout ne peut pas être dit aujourd'hui. C'est un pilote qui, j'espère, représentera une opportunité de continuer cette conversation. Cette conversation, elle doit se tenir sur le long terme. Ce qu'on comprend, c'est que la gouvernance de l'enfant, elle peut pas se construire dans une logique de projet. Des politiques qui n'adressent pas suffisamment l'ampleur des défis en matière d'enfance au Sénégal. On constate qu'on a des financements soit inexistants, soit insuffisants, soit imprévisibles et qui sont souvent conditionnés. La société civile, elle est parvenue à développer des modèles. Et ces modèles, ils ont un potentiel transformateur dans la prise en charge des enfants et dans la prise en compte de leurs besoins. Alors, comment on sort de cette dimension projet? Comment on sort de cette approche réactive? Et comment on peut aller vers une gouvernance de l'enfance qui soit structurelle et non conjoncturelle? La COSIDEP, s'il vous plaît. Oui, ça c'est, l'autre disait le nerf de la guerre, ou la réflexion principale qui nous permet de réaliser justement, de donner de la forme à notre vision. La question des ressources. Je crois que nous, à notre niveau, nous pensons qu'il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels nous devons... C'est d'abord que le disponible doit être rationalisé et optimisé. Nous avons du disponible, mais tout à l'heure, il en parlait, Char. Vous regardez par exemple la petite enfance qui est éparpillée entre 3 ou 4 ministères, avec des agences et directions qui se concurrencent et qui disposent de moins de 1% du budget global. Ça fait paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir peu et le disperser autant. Donc rationaliser ce qui existe. Rationaliser et l'optimiser. Regardez même nos écoles. Moi, je suis en train de rêver quand nous avons un taux de préscolarisation qui est aujourd'hui à autour de 18%, donc très faible. C'est parce qu'on n'a pas comptabilisé les daras qui préscolarisent. Moi, je peux lever ma main et dire que j'ai été préscolarisé. Et pourtant, je n'ai pas été dans les cases des tout petits. J'ai été dans un dara dans le coin de ma maison. Ils m'ont appris à me lever tôt, à me socialiser. Ça, c'est de la préscolarisation. Donc, comment optimiser, c'est aussi toutes les ressources qui existent déjà. Comment les mettre au profit et les comptabiliser. Donc, si vous avez peu, vous devez peut-être en tenir compte. Donc, ça, c'est pour nous un premier aspect, rationaliser l'existant. Mais le deuxième aspect, ça, nous l'avons défendu lorsque nous avons représenté la société civile du Sud dans le Global Partnership for Education, où on citait le Sénégal comme étant un exemple en termes d'enveloppe budgétaire investie. Parce que depuis très longtemps, nous avons dépassé les normes internationales de 20%, et depuis longtemps à plus de 25%. Et pourtant, ça ne va pas, parce que le budget doit être là pour satisfaire des besoins. Les besoins sont encore là. Vous manquez de classe, vous manquez de. C'est pourquoi nous leur avons dit que peut-être que si nous devons réfléchir aux ressources, nous devons nous préoccuper au moins de 4 concepts, 4 aspects. Le premier, c'est la taille, le volume. Oui, il est important d'accorder des ressources suffisantes. Ça ne suffit pas, parce que le Sénégal est un exemple, est un champion. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi changer la sensibilité du budget. Est-ce que nous avons un budget qui se préoccupe, je ne parle pas des filles, hein, mais des plus vulnérables du moment. À Matam, c'est les garçons. C'est les garçons qui sont les plus vulnérables. Ils demandent. Donc, comment avoir un système éducatif qui fasse preuve de sensibilité, un financement qui fasse preuve de sensibilité pour les individus les plus vulnérables, pour les zones les plus vulnérables, pour
pour les offres les plus vulnérables. Donc, deuxième mot, sensibilité. Troisième aspect pour nous qui est essentiel, c'est la distribution. Répartition, distribution des ressources. Nous ne sommes pas du tout. Le non formel, langue nationale, alphabétisation, petite enfance, moins de 1%. Chômement, vous mettez 80 et quelques %. Investissement qui permet justement de protéger, de sécuriser nos enfants qui baissent d'année en année. Parce que l'investissement, ça qui te permet d'avoir un cadre d'apprentissage qui soit épuisé, sûr et performant. Mais ensuite, la transparence. Aujourd'hui, entrez dans le site du ministère, interrogez des autorités éducatives, vous avez très peu d'informations budgétaires. Donc, comment commencer à, je ne dis pas banaliser, mais comment faire en sorte que discuter des questions budgétaires devienne une question naturelle, régulière, que les gens puissent partager. Parce que l'avantage en le faisant, ça permet justement de développer d'autres modalités de financement innovants. Mais regardez, chez moi là-bas à Touba, quand le Khalif dit j'ai besoin de 1000 francs, mais tous les mourides courent derrière. Hein. Il lui prie même de prendre leurs 500 francs. Donc aujourd'hui, il y a un problème de confiance entre l'école et la société. Si l'école demandait des ressources additionnelles, un financement solidaire, très peu d'entre nous auraient confiance en l'école pour lui donner. Nous sommes prêts à chercher de l'argent, des ressources, pour préparer notre enfant à faire du Barça-Barsac, qu'à mettre ça pour l'école. Donc, problème de confiance. Ça veut dire qu'on ne manque pas de ça. Parce que sur d'autres aspects, vous allez à la lutte, vous allez dans le sport, dans la culture, vous allez dans certaines zones religieuses. Nous savons qu'on est capable de mobiliser des ressources additionnelles. Donc, comment travailler sur cette confiance, recréer cette confiance entre l'école et la société, c'est important. Mais ça, pour le faire, c'est tout à l'heure, je parlais des concepts. Il faut qu'on réinterroge les concepts. École, qu'est-ce que ça signifie, cher? École, qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'on comprenne cela. Donc moi, si je suis autorité, je parle toujours de vision, je suis très politique. C'est quand on dit école qu'on comprenne que c'est les lieux d'apprentissage. Donc l'école pourrait être cette école classique. Ça peut être aussi ce dara, c'est les enfants qui y sont. Parce que nous pensons que l'éducation est éminemment publique. C'est l'affaire de l'État tout d'abord. Donc c'est des ateliers de coiffure, etc. Donc partout où il y a un regroupement d'enfants, c'est important. Quand on dit les concepts, quand on dit l'enseignant, c'est qui l'enseignant? Est-ce que l'enseignant, c'est l'instituteur, le professeur, le docteur seulement? Le maître coranique, le maître d'apprenti. Est-ce que dans la vision politique, dans l'investissement, quand on dit enseignant, on le prend en compte? Et ça, c'est important. C'est quoi l'école? C'est quoi l'élève? Quand on dit élève, est-ce que c'est seulement l'élève du CM, du lycée? C'est l'apprenant tout court. Celui qui décide d'aller apprendre la mécanique. Et pourtant que l'école classique avait considéré comme étant un nulard, qu'il a rejeté. Et pourtant, ce professeur-là qui l'a encadré au lycée Limamoulaye, quand il est en panne, quand sa voiture ne marche plus, il va aller voir cet enfant du nul. C'est ça qui nous a créé d'autres sommités. Vous allez à Sandaga, combien d'entrepreneurs ont été estampillés nullards et qui réussissent, qui arrivent à discuter avec des Indiens, des Chinois et s'en sortir. Donc, il nous faut changer de paradigme, réinterroger nos vérités. Ça, pour le faire, moi je dis à l'équipe qu'il ne faut pas le faire avec les acteurs. Interroger d'autres acteurs, repenser les concepts. C'est ça qui nous fera qu'on puisse répondre aux exigences d'un pays qui est en émergence, un pays en développement. Si moi je sais lire et écrire, mais combien d'analphabètes m'ont aidé à savoir lire et écrire? Il faut que j'en prenne conscience. J'ai fréquenté combien d'écoles, moi? Mon papa n'était pas capable de les construire, toutes ces écoles. J'ai été encadré par combien d'enseignants? Si je comptais, instituteurs ici, professeurs, je le compte jusqu'à l'université. Ça fait combien? Est-ce que nos papas sont capables de payer les enseignants qui nous ont encadrés? Je me suis assis sur combien de tables bancs? Qui a un parent qui est capable de préparer ces tables bancs? Donc il faut justement qu'on fasse preuve d'humanisme. Et pour nous, le retour que nous devons, c'est justement de nous lever pour que le droit à l'éducation puisse être une réalité pour tous. Ça va de l'avenir de l'enfant, mais cela aussi prend en charge même notre propre sécurité. Et c'est ça qui autonomise. Et quand on autonomise, on pourra régler justement les questions spécifiques qui ont été soulevées, qui sont certes importantes, mais pour lesquelles leur résolution n'est pas dans ce que nous voyons dans les effets, mais c'est évidemment dans les...
Moi, pour répondre à cette question-là, j'ai retenu deux grandes lignes. Pour moi, il faut redonner à l'État son rôle principal. C'est l'État qui définit l'orientation principale. Et pourquoi je dis ça? J'ai récemment reçu des inspecteurs de l'éducation surveillée, donc qui ont fait le tour des centres d'accueil pour faire un état des lieux, savoir qui est-ce qui a les agréments et tout. Et la question souvent que je leur pose, c'est en fait, pourquoi on vous rencontre maintenant? J'ai l'impression que ceux qui font ce travail-là se cachent. Moi, je pense que avoir l'agrément est la norme. Garder l'agrément doit être l'exception. Parce que dès que quelqu'un décide de s'investir dans un domaine, on doit l'identifier, on doit essayer de l'aider à le faire. Et après, on le contrôle pour savoir si les engagements qu'il a pris, il les respecte. Et s'il ne les respecte pas, qu'on puisse lui retirer, lui donner des avertissements selon la gravité de ce qui se passe et aller jusqu'à lui retirer l'agrément et lui interdire d'exercer. Mais c'est le contraire. Dès que quelqu'un accède à l'agrément, c'est comme s'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut et on se retrouve après dans la réaction, ce que M. Mbo disait tout à l'heure. Donc pour moi, il faut que l'État reprenne son rôle, qu'on puisse savoir que l'enfant n'est pas seulement le client du ministère de la Justice ou du ministère de la direction de la promotion ou du ministère de l'Action. L'enfant est transversal. Ça, pour moi, c'est le rôle principal. Le second, c'est le budget. Et j'aime bien donner l'exemple pratique que moi, j'essaie de mettre en œuvre depuis 2020. Parce que moi, je ne suis pas travailleur social. Je suis arrivé à l'Empire des enfants pour gérer à la base un projet qui était financé par la délégation de l'Union européenne. Après 1 an d'activité, je me suis rendu compte que ce bailleur, en fait, va nous mettre dans une situation, entre guillemets, confortable. C'est-à-dire que j'aurai de quoi payer les salaires, j'aurai de quoi nourrir les enfants, mais juste le temps du projet. Mais après le projet, comment est-ce que ça va se passer? J'ai une équipe, j'ai des éducateurs spécialisés qui sortent de l'École nationale des travailleurs sociaux, donc formés par l'État du Sénégal, que maintenant ce projet me permet de pouvoir payer, mais en 2019, ce projet est fini. Donc moi, je n'ai pas attendu la fin du projet pour penser à l'après-projet. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'imaginer des moyens de pouvoir continuer ce que je suis en train de faire, que ce bailleur a permis d'enclencher. Mais c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, parce que on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il protège les enfants, il cherche de l'argent. Mais en fait, j'ai besoin d'argent. Il m'est arrivé d'avoir des accrochages, si je peux l'appeler comme ça, avec des bailleurs qui refusent de financer le salaire des travailleurs sociaux. Et je leur dis, mais quand vous mettez vos enfants dans n'importe quelle école, à votre avis, le budget de cette école-là, quel pourcentage revient aux enseignants? L'école, à part l'entretien du bâtiment, payer l'eau, l'électricité, tout le reste va... Mère Anta nous dit qu'on n'a pas des machines, on a des êtres vivants. Donc on doit être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous voulez que ceux qui font ce travail-là soient bénévoles. En fait, l'aspect sensible de la question, c'est au début. C'est au début, l'enfant, il arrive, j'ai pitié de lui. Mais après, ça s'arrête là. Tout le reste doit être méthodique. Tout le reste doit être structurel. Tout le reste doit être vraiment... Ça doit se projeter. Donc, le budget, ce que je fais, moi, j'ai investi dans l'économie sociale et solidaire. C'est simple. Il y a des gens qui sont sensibles à ce que je fais, que j'invite à contribuer dans ce que je fais. Et en retour, ils ont une double satisfaction. Dans notre cas, on est dans le tourisme social et solidaire. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on a cherché à faire. On a eu la chance d'avoir comme donation un local qui se trouve être dans une zone balnéaire. Plutôt que d'en faire quelque chose que personne ne va comprendre, on va se dire, tous ceux qui veulent nous soutenir, que ce soit une ONG X ou Y, vos séminaires que vous faisiez peut-être à Radisson, venez les faire ici. Une partie va servir à entretenir le bâtiment, l'autre partie va servir à prendre en charge les enfants. Et je suis certain que ce modèle-là est très respectueux des lois et règlements de ce pays. Parce que si la mayonnaise prend, moi je suis certain qu'à 30 ou 40% de mon budget, je peux être autonome. Et c'est là où, lorsque je serai à la table de négociation avec n'importe quel bailleur, le rapport de force, il va être équilibré.
Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, nous, à l'Empire des enfants. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est notre vision. Ça n'empêche pas qu'à côté, tout ce qu'on peut faire pour les enfants, on le fait avec eux. D'ailleurs, souvent quand je leur pose la question, qu'est-ce qui vous plaît à Popenguine? Parce que le site se trouve à Popenguine. Ils me disent, la réponse qu'ils apportent souvent, c'est il y a la piscine et il y a la clim. Et pourtant, l'essentiel des personnes qui viennent nous rendre visite, souvent, qu'est-ce qu'elles nous disent? Est-ce que vous n'en faites pas trop pour les enfants? Et moi, la réponse, c'est je n'en fais même pas assez. Parce que je sais que ces enfants, ils vont retourner chez eux. Mais ils ne retourneront pas chez eux comme ils ont quitté. Ils reviennent transformés. Ils reviennent avec une vision positive de la vie. Et c'est ça le changement qualitatif. Donc, qu'est-ce qui me permet de faire ça? Ben, c'est des moyens. Pourquoi j'ose affronter cette question des moyens? Parce que, encore une fois, comme vous l'avez dit, je suis comme cheveux dans la soupe. Je ne suis pas travailleur social. Donc, quand je suis avec mes collègues qui sont travailleurs sociaux, qui sont dans le milieu, je les laisse dérouler et après, je viens tout perturber pour leur montrer l'autre perspective. Parce que si je les laisse dérouler comme ils entendent le faire, ils vont bien écrire les projets, la prise en charge et tout, mais comment est-ce que vous allez le faire? Ils vont bloquer. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, pour répondre à cette question de gouvernance de l'enfance qui soit structurelle et non conjoncturelle, c'est que certaines organisations comme les nôtres, il y en a beaucoup, on a peut-être l'occasion d'être là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui font aussi des choses importantes comme ça et qui ont l'agilité, la flexibilité de pouvoir faire ça, qu'on ait les moyens de partager ça pour que l'État qui joue son rôle, accompagne ça, mais duplique ça. Nous sommes à Face de l'Orme. Face de l'Orme qui est un quartier populaire de Dakar, donc à l'image de beaucoup d'autres quartiers populaires de Dakar. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons bénéficie même beaucoup plus aux enfants du quartier qu'aux enfants en situation de rue? Pourquoi? Parce que c'est ce que Mère Ante nous disait une fois, mais vous, le jour où il n'y aura plus d'enfants dans la rue, qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, j'ai même été surpris de la réponse. Je dis, c'est là qu'on va commencer le vrai travail. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut dire en disant? Elle dit, mais les enfants qui sont dans les maisons ont plus de problèmes que ceux-là. Ceux-là, c'est juste qu'ils sont flagrants devant nous. Mais ceux qui sont dans leur maison, souvent, ont beaucoup plus de problèmes. C'est là où le vrai travail va commencer. Donc, ça, c'est une personne peut-être qui a une vision. Comment mettre en œuvre cette vision-là? C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et tout ce qu'on demande, nous, en fait, c'est de partager, c'est de vulgariser. Malheureusement, nous ne sommes pas des communicants. Si on n'a pas des personnes comme Aïcha qui nous invitent sur ce type de plateau, peut-être que personne ne saura ce qu'on est en train de faire parce que le travail qu'on est en train de faire au quotidien nous prend tout notre temps, toute notre énergie. Mais à chaque fois que l'occasion nous est donnée, on partage en espérant que ce soit critiqué, en espérant qu'il y ait des suggestions, mais surtout en espérant que tout ce qu'il y a de positif dans ça soit dupliqué. Voilà. Peut-être si vous avez des remarques de clôture en 1-2 minutes. Après, on va ouvrir le débat comme ça. Oui, on doit d'abord écouter les enfants qui sont là et j'espère qu'ils ne sont pas trop ennuyés. Ils vont partager avec nous et après, on va prendre... Ça, c'est un oui. On a compris. Et après, on va prendre les questions. Cher, vas-y. Bon, moi, j'ai juste un dernier point. Et ce dernier point, c'est relatif à la question du financement parce qu'en tant qu'organisation de la société civile, on en parle beaucoup. Mais au Sénégal, depuis 2021, je pense qu'il y a l'adoption de la loi portant sur l'économie sociale et solidaire qui permettent, en tout cas, ou qui reconnaît d'autres formes d'organisation comme les associations entreprenantes responsables ou l'entreprise sociale. Et je pense qu'il faut que ça peut faire mal dans les mots. Il faut décoloniser l'aide publique au développement. Tant qu'on est dépendant de beaucoup de bailleurs, on ne conserve pas notre liberté de penser en fait. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir pour tous des financements venant de l'Union européenne ou de bailleurs. Mais si on se rend compte du mal que ces financements-là ou ces pays-là font à nos États, quelque part on est prisonnier. Je donne à titre d'exemple, si on prend les accords de pêche, on connaît les conséquences. Et l'autre conséquence directe, c'est que les jeunes prennent les pirogues pour aller dans d'autres pays parce qu'il n'y a plus de poissons. Et en quelque part, on revient pour nous donner 1 million d'euros en nous disant faites des projets jolis pour promouvoir l'emploi des jeunes. Mais c'est hypocrite en fait.
Et tant qu'on ne trouve pas un modèle économique qui nous permet de nous autofinancer, on reste ou on perd cette liberté-là. Et je pense qu'avec la loi existante, il y a un cadre et l'expérience d'Empire des enfants est un très bon début de réponse. Et cette réponse-là doit être globale à toutes les organisations. Il faut être libre dans nos finances pour rester libre dans notre façon de penser. Merci. Alors moi, je vais clôturer par cette assertion à laquelle je crois. Aujourd'hui, on a une problématique qui nous interpelle tous, c'est la faible présence des femmes dans les instances de prise de décision. Et pour moi, il est important aussi de comprendre que ça, c'est une continuité. C'est-à-dire, quand tu regardes la photographie, tu as l'impression que, voilà, il y a une discrimination. Mais c'est tout un travail, c'est-à-dire c'est un travail qui va prendre des années, mais nous ne devons pas nous décourager. Parce que quand on regarde derrière, il y a peut-être 10 ans ou il y a 20 ans, la qualité, la quantité n'était pas là, mais peut-être la qualité y était. Aujourd'hui, cette qualité y est toujours et la quantité a augmenté. Et c'est peut-être ici dans 20 ans, dans 10 ans, je ne vais pas mettre 20 ans mais dans 10 ans ou 15 qu'il y aura encore une autre expertise féminine et à ce moment, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de faire de la discrimination positive parce que ça va couler de source que les femmes seront acceptées, reconnues dans les instances de prise de décision, ou bien les filles, non pas parce qu'elles sont filles, mais parce qu'elles sont expertes. C'est là où je voulais terminer. Merci. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Et on donne la parole à Alassane. Bon, merci beaucoup. Je voudrais juste, il y a un point pour moi qui est très important, c'est comment est-ce qu'on va amener nos dirigeants à considérer l'éducation et la prise en charge de ces enfants comme une priorité. Et je vais vous donner un exemple très simple que je citais tout à l'heure en discutant avec Demba. Ces jeunes ont peut-être 12 ans. Ils ont environ 12-13 ans. Dans 10 ans, ils peuvent être employés dans une plateforme pétrolière si on en prend soin tout de suite. Mais si on n'en prend pas soin tout de suite, ils peuvent être quelqu'un qui va venir saboter la plateforme. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est d'autant plus pertinent que il y a de cela 6 mois, nous avions des travaux de rénovation d'une partie de notre bâtiment. Et c'est un des jeunes pensionnaires de l'Empire qui est arrivé là-bas peut-être il y a 10 ans en arrière, à qui j'ai pris le risque de confier, de dessiner le plan et de participer à suivre les travaux. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il est actuellement élève en bâtiment travaux publics. Donc il y a 10 ans, l'Empire des enfants l'a pris peut-être à cet âge-là. Aujourd'hui, il est étudiant dans ce domaine-là, encadré par ses professeurs. On lui a fait confiance pour suivre. Bon, ce n'était pas quelque chose de compliqué, mais c'était une partie pratique. Et il n'y a rien de plus parlant que cela. Donc, comment maintenant, la question c'est comment est-ce que nous autres pouvons présenter cela à nos dirigeants pour qu'ils comprennent que c'est urgent. On ne pourra pas attendre que la chose arrive pour agir, ce sera trop tard. Donc, merci beaucoup. Donc, Aïcha me demande d'introduire mes 2 patrons avec qui je suis venu. Ils n'en peuvent plus, ils sont restés assis. Kailen, Newlen. Oui. En fait, j'aimerais bien... Voilà. Légui. Da ngay présenté wu wax nu tudd ak fan nga jóge ak mu poser la question li ñu doon waxtaan sànq ci oto bi bi ñuy ñëw loolu laa bëggoon ñu nga partagé ko ak nit ñi fi dégg ngeen waxal nan nga tudd. Tamsir noo sant. Guèye. fan nga dëkk. Saloum. Saloum nga dëkk. waaw. Assane ñëwal. Aja présenté wul noo tudd. Assane Boy. Assane Boy. Fan nga jóge. Gambie. Gambie nga jóge mais au mbokk nga quoi. Léegi Tamsir ak Assane, je vais parler en wolof peut-être on pourra traduire pour ceux qui ne comprennent pas. En venant dans la voiture, je leur ai expliqué où est-ce que nous allions. Parce que déjà à l'Empire, après le déjeuner, tous les autres,
quand ils ont su que je devais partir avec eux, donc tous les autres ont dit nous aussi on veut y aller. Je leur ai demandé est-ce que vous savez où nous allons? Ils savent pas, mais ils veulent partir. Donc il faut aller. Sauf que en chemin, en leur expliquant où est-ce que j'allais, ce dont on allait discuter, pour introduire, je leur ai posé la question est-ce que vous connaissez qui est le président du Sénégal? Quand moi président du Sénégal? Diomaye. Diomaye. Yow xam nga président du Sénégal? Donc ça, c'est une première question que je leur ai posée. Qu'est-ce que ça renseigne? Ils sont au courant de ce qui se passe dans ce pays. Malgré qu'ils soient dans un centre d'accueil où peut-être ils n'ont peut-être pas accès à l'information comme les enfants qui sont dehors. Mais eux, ils ont accès à l'information. Ça, c'est une chose. La seconde chose, so gisoon tey Diomaye lan nga koy wax lan nga ko bëgg a wax. Pour mu wax sëriñ yi ñu bàyyi xale yi ñu dóor. Yow soo gisoon Diomaye lan nga koy wax. Doo ko wax dara. Donc lui, c'est la même réponse qu'il m'a donnée tout à l'heure dans la voiture. Et je leur ai aussi posé la question quand si oui. Voilà, il dit qu'il dirait au président de dire au Serigne Dara d'arrêter de frapper les enfants. Donc lui, c'est ça son problème. Je leur ai posé la question aussi par rapport à leurs parents. Ma laaj leen sànq lan nga bëgg a wax say waajur lan nga bëgg a wax say waajur. Suñ ma yóbbu daara ñu waxtaan sëriñ bi. Donc ce sont les deux réponses que j'ai reçues. Et peut-être que vous pourrez aussi avoir votre analyse. Mais moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est que pour une question qui les concerne, à leur âge, en fait, on ne leur a pas demandé ce qu'ils en pensent. Donc je ne vois pas à travers eux des enfants qui ne veulent pas étudier. Je ne vois pas à travers eux des enfants têtus, des enfants compliqués. C'est juste des enfants qui ont des questions, qui ont des inquiétudes et à qui on n'a pas demandé leur avis. C'est aussi simple que ça. Et pour les 40 et quelques autres enfants qui sont à l'Empire, c'est pareil. On trouve toujours le temps de les laisser dire ce qu'ils pensent. Et après, nous, en tant qu'adultes, on essaie de corriger progressivement, sans trop forcer, sans trop leur imposer. Bon, peut-être que vous avez des questions à leur poser. Je leur laisse la parole pour ne pas parler pour eux. Je vois la passion, l'amour, l'accompagnement. Je vous félicite. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Mais ramener les enfants, les mettre presque 3 heures de temps dans une chambre climatisée avec des vieux comme moi pour écouter un Français qui ne comprend pas, je suppose, n'est-ce pas? C'est pas un bon exemple. C'est pas comme ça il faut traiter des enfants. C'est pas comme ça on va promouvoir la participation des enfants. Si on veut la participation des enfants, il faut les mettre à l'aise dans un contexte où ils sont familiers. Il faut les aborder avec des questions. Maintenant, je ne vais pas poser aucune question d'interrogation aux enfants, tout en sachant que vous faites ça avec les meilleures intentions, avec beaucoup d'amour. Et vraiment, je vais vous faire un chèque à la fin de cette réunion. Venez me voir, parce que je suis en retard avec mes contributions à l'Empire des enfants. Mais vraiment, ce n'est pas comme ça. Et le Sénéval, l'Association sénégalaise d'évaluation, nous travaillons avec le CONAF et autres dans des programmes de formation justement pour favoriser la participation des enfants dans les termes et le langage qu'ils comprennent, dans l'évaluation, dans la recherche, dans les études, dans la formulation de politique. Et d'ailleurs, nous sommes en contact avec Cheikh, avec Sobel, avec Mamadou Ndao, Ngom, n'est-ce pas? Toujours sur ces questions de développer des techniques et des méthodes. Donc, c'est l'association sénégalaise de l'enfant. Le secrétaire général, c'est à côté de moi. Et adhérez-vous, si vous voulez, pour apprendre davantage sur ces démarches. Merci. C'est évidemment faux dans l'absolu, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a beaucoup fait de recherches. Il y a beaucoup de recherches. Le problème, c'est comment valoriser les résultats de la recherche. Souvent, c'est dans les tiroirs, parce que c'est ignoré des décideurs, ou bien les décideurs le savent, mais ça ne les intéresse pas. Il faut un choix à l'intérieur, etc., etc. Bon. Donc, il faut d'abord se féliciter de la qualité vraiment de nos ressources humaines, et ce que j'ai entendu ici aujourd'hui donne totalement satisfaction. Je voulais aussi dire ceci, qui est un constat général dans le monde entier, mais encore plus vrai pour
nous, Africains. L'Afrique est en pleine métamorphose. Nous sommes même dans la tourmente. Les sociétés avancent par crise. Toutes les sociétés avancent par des crises. Il ne faut donc pas être surpris qu'il y ait des crises dans le domaine de la gouvernance de l'enfant comme dans d'autres domaines. Mais c'est les crises qu'il faut avancer. Nous sommes donc dans la tourmente. L'Afrique est en pleine métamorphose. Elle est héritière d'une longue période de colonisation, ensuite de néocolonialisation, et ensuite de tâtonnement dans ce qu'on appelle le développement. Raison pour laquelle nous autres qui parlons ici et qui voulons éduquer nos enfants, est-ce que nous nous rendons compte nous-mêmes que nous sommes depuis longtemps des êtres hybrides et que nos sociétés, nos enfants sont encore des spécimens plus hybrides que nous? Hybride parce qu'il y a plusieurs cultures en nous. La culture islamique, la culture ancestrale, la culture tirée de la colonisation. Et aujourd'hui, la culture dominante qui est l'Internet, qui nous échappe. Moi, mes petits-enfants, c'est à eux que je fais appel pour me dire qu'est-ce qui ne marche pas dans mon portable. Et ils ont la solution. Donc c'est pour cela que nous sommes, et nous sommes condamnés, dans un certain sens, c'est une bonne chose que nous devenions des êtres hybrides, et non pas des êtres figés dans le passé. Alors cette hybridité fait que la question que vous avez traitée, si on prend toutes vos analyses, montre bien sa complexité. Et c'est déjà une chose que de constater cette complexité. Je n'entre pas dans le détail des solutions proposées parce qu'encore une fois, je ne suis pas un expert. Mais je partage le point de vue selon lequel il faut certainement se convaincre qu'il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, ce n'est pas simplement satisfaire à ce mot qui est galvaudé. Maintenant, tout le monde parle de paradigme, de changer de paradigme à propos de tout. Mais c'est une réalité. Et un des aspects les plus évidents de ce paradigme, c'est que dans notre société, nous avons affaire à trois modèles d'éducation. Le modèle islamique, le modèle chrétien et le modèle qui a été tiré de la tradition et qui persiste encore dans nos... Tout cela fait partie de ce qui nous rend hybrides. Et c'est pour ça que la recherche des solutions n'est pas facile. Mais vraiment, il faut féliciter ces experts qui sont là et qui nous aident à voir comment apporter des solutions demain. Voilà quelques généralités que je voulais dire et vous excuserez bien les sottises dites par un non-expert. Merci beaucoup. Mais pour dire combien nous sommes, je crois qu'on est rassurés. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est genre de dialogue intergénérationnel qui n'accepte pas qu'il y ait un seul sujet qui soit tabou et qui fasse de nous aussi des êtres ouverts pour écouter d'autres points de vue, y compris les points de vue des moins experts que nous sommes. Le doyen quand devenu Togne, il fait partie de ceux qui m'ont formé, il ne me reconnaît plus, dans le scoutisme. Donc nous avons été aussi des produits pour dire que nous, on a été formés ailleurs, nous tous qui sommes là. Et donc ce ailleurs-là fait que nous soyons hybrides, mais c'est ce ailleurs-là qu'il faut aujourd'hui valoriser et maintenant rationaliser. Je crois que c'est ça l'élément fondamental. Je voudrais juste terminer par dire aussi qu'il sera essentiel qu'on puisse avoir un dispositif aussi qui crée la solidarité et la complicité entre les intervenants qui agissent sur l'enfant. Nous sommes nombreux les intervenants. Nous sommes enseignants, intervenants, nous sommes parents d'élèves, mais le parent qui n'a plus le temps d'aller voir comment est assis son enfant, est-ce que dans son école il y a de l'eau, est-ce que à combien est sur table-banc, qui n'a plus son temps. Nous sommes journalistes, la presse qui accorde très peu sur l'éducation. Nous sommes des ONG et des fois on a l'impression qu'on est aussi en posture de concurrence ou de rivalité qui ne dit pas son nom, alors qu'on devrait être en posture de complicité. Parce que si nous devons intervenir sur l'enfant, vous l'avez dit, l'enfant, beaucoup agissent en même temps sur lui. Le produit qu'il est devenu, moi, cher que je suis, je ne vais pas l'attribuer à seulement mes parents, pas seulement à mes amis que j'ai croisés dans la rue, pas seulement aux enseignants. Donc, cette complicité, j'aimerais bien, Aïcha, que ça fasse partie peut-être des résolutions de cette rencontre, pour dire que ça ne doit pas être une rencontre de plus. Ça, c'est important. Nous en avons organisé combien, mais en termes de suivi, dispositif de suivi, pour entretenir ce que nous avons, ça n'existe pas trop. Nos amis de Empire des enfants comme ça, que moi, je ne connais pas très bien, je les connais juste de par la presse, ce n'est pas acceptable. Donc, comment créer un dispositif qui mette les gens ensemble? Nous avons des forces différentes. Chacun est important, mais personne ne peut y arriver seul.
Nous, on est dans des questions stratégiques, politiques, pour discuter pour des changements de la loi. Vous, vous êtes sur le terrain opérationnel avec du terrain, social change. Donc, comment créer ça? Ça peut être peut-être un prétexte pour le faire. Terminer par dire aussi que nous avons besoin d'avoir des humains. Oui, s'il nous faut bâtir un Sénégalais, nous avons besoin d'avoir des hommes, des hommes avec grand H. Okay? Des humains et non pas des machines. Nous l'avons dit dans des rencontres où les gens disaient apprécier la qualité de l'éducation. La qualité, je dis, mais il faut qu'on s'accorde sur c'est quoi la qualité. Est-ce que la qualité, c'est lire, écrire, décrypter, etc. Donc, cette question de construire, de bâtir des hommes qui aient de la sensibilité, qui soient dans une perspective humaniste, qui aient du cœur pour d'autres, qui comprennent qu'on est différents, ça aussi, c'est un élément essentiel, mais qui ait les outils et les instruments pour pouvoir, évidemment, préserver ces choses-là. Ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. La souveraineté, doyen Wan, vous en avez parlé. Bon, ça, c'est une question aussi importante, mais à tout point de vue. Et en commençant par nous, d'ailleurs. Souveraineté par rapport au financement. Nous sommes capables de financer notre système éducatif. Souveraineté par rapport au modèle que nous voulons. Mais souveraineté par rapport aussi aux éléments. Si nous ne le faisons pas, évidemment que nous allons avoir des offres qui vont apprendre les uns les autres. Pour que demain, qu'on puisse, quel que soit par ailleurs ton entrée, qu'on puisse avoir des Sénégalais. Ça, si nous ne le faisons pas, évidemment que ça posera problème. Donc, merci encore pour lever cette possibilité. Merci beaucoup. Merci.